Ah, bonsoir Abdelhadi Asfari, vous êtes le premier, bravo. Bon, alors, il est 8 heures, 20 heures, nous sommes en live depuis 47 secondes. Sophie Dubois, bonjour. Mehdi Ben Brahim, bonjour. Bouchra, une fidèle, bonjour de Montréal. Voilà. Bon, alors, Adèle Hamoudi, bonsoir. Hélène Grévin, il est 8 heures, madame. Bonjour. Shahrazad Mohamed, bonsoir. Sophie Dubois, salut de Belgique. Mohamed Ferhat, hello dear Mohamed. Memen Janati Idrissi, bonsoir. Bon, nous sommes depuis 2 minutes. Je vais attendre 1 minute et puis on va commencer. Donc, ce soir, j'ai pas prévu de sujet en particulier. Bouchra, ma question serait à propos des Rotary Lions Club et leur lien avec la franc-maçonnerie. Je ne crois pas qu'ils aient des liens avec la franc-maçonnerie. Pour la simple et bonne raison que les Lions et les Rotary ne se soumettent pas à un rituel maçonnique. C'est-à-dire, les organisations maçonniques se reconnaissent mutuellement parce qu'elles appliquent le même symbolisme, le même ésotérisme, et ils travaillent selon les mêmes symboles, à part quelques différences, mais qui sont secondaires. C'est-à-dire, ils travaillent dans un temple, il y a 2 colonnes, il n'y a pas tout le symbolisme du pavé mosaïque, etc. L'initiation, ça c'est très important. Et donc, en fait, les Rotary, ce sont des organisations sociales qui n'ont absolument rien de maçonnique. Il peut y avoir des francs-maçons qui sont membres de ces organisations, évidemment, mais il n'y a pas de lien, c'est-à-dire qu'un franc-maçon ne sera pas reçu en tant que tel dans une soirée du Rotary. Voilà. Alors, Mémène, je vous invite pour un thé. Ah, pourquoi pas? Ça dépend où. Alors, oui, c'est possible. Il peut y avoir des rencontres, évidemment. Vous savez, tout est bon pour recruter pour la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie cherche, avant elle était assez exclusive. C'est-à-dire il fallait être parrainé pour pouvoir faire une demande pour entrer en franc-maçonnerie. Aujourd'hui, les francs-maçons font du démarchage.
Par exemple, on voit le grand maître de la Grande Loge était à HEC récemment. Il a été à Londres, il a rencontré les Français vivant à Londres. Donc en fait, ce qui a changé, c'est que les organisations maçonniques cherchent à recruter. Donc elles veulent avoir le maximum de monde. Donc tout est bon pour recruter. Contrairement à ce qui se passait avant, il y a même une concurrence entre les organisations maçonniques pour recruter. Contrairement à ce qui se passait avant, c'était on était quasiment, il fallait demander, se renseigner, il fallait connaître quelqu'un, voilà, il fallait être parrainé. Alors, en face de Bab el-Mansour, c'est où ça? C'est à Rabat? Mémène, c'est à Rabat, Bab el-Mansour, je crois, non? Je ne sais pas, bon. Salam, Shalom, Sana, Sonia. Ah, merci Sylvie. J'essaye de mettre un peu d'ambiance dans les comment dire dans la conversation que j'ai avec vous. Voilà. Et puis j'aime bien me moquer un peu. Bon. Donc ce soir, voilà, j'avais noté pas mal de questions. Donc, enfin, c'était des questions qu'on m'avait posées avant et auxquelles je n'avais pas eu le temps de répondre. Et comme je ne trouvais pas de sujet, enfin, il y en a bien sûr, mais bon, il n'y avait pas un sujet qui s'est imposé à moi. Donc, je me suis dit, je vais piocher dans les questions qui sont en retard. Alors, je ne sais pas si les personnes sont là, mais bon. Alors, il y a des journées ouvertes et je vous dis que c'est facile de joindre des francs-maçons. Je parle de l'Irlande. Oui, c'est très facile. Aujourd'hui, enfin, c'est presque banal à la limite, on vous attirerait avec des prix pour entrer en franc-maçonnerie. Avec des cadeaux, vous savez, des cadeaux de bienvenue, etc. Voilà, c'est plus comme avant. Voilà, bon, c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. Mais je sais que les francs-maçons font tout pour recruter. Voilà. Donc, si vous avez envie, c'est le moment. Donc, Zahia Benabid m'avait demandé quel est le pourcentage des Israéliens sionisés. Une question intéressante. Une question intéressante parce que, en fait, la société israélienne, bon, peut-être ça va vous paraître bizarre, mais c'était une société très laïque, anti-religieuse, pratiquement communiste. Je parle des années 1930, 1940, 1950 et même 1960. Je me souviens que quand des gens de ma famille, au sens large, allaient en Israël dans les années 50 et 60, ils recevaient un appartement quasiment gratuitement, avaient la sécurité sociale, avaient un boulot, enfin en général. Et la différence, il n'y avait pas un seul millionnaire dans les années 50. Aujourd'hui, il y a 50 milliardaires dans les années, aujourd'hui. Tout le monde était couvert par la sécurité sociale, tout était gratuit, etc. Et il y avait des partis comme le MAPAM, par exemple, qui étaient quasiment, qui voulaient presque un État binational. Et on voyait très peu de gens avec une kippa, vous savez, la calotte, là. Et comment dire, la base du gouvernement à l'époque venait des kibbutzim. Donc on les voyait dans les rues dans les années 60 avec des chemises kaki. Vous savez, les ministres ne portaient jamais de cravate. Ils venaient des kibbutzim, donc ils ne possédaient rien. Et c'était même s'il y avait des références à la Bible, mais en fait c'était une société très laïque.
la guerre de 1967 va tout changer. C'est-à-dire, évidemment, pas d'un seul coup, mais il y a eu une espèce de rêve messianique, et c'est-à-dire que Dieu leur a donné, très bien, bon, Samir, je parlerai de Trump tout à l'heure parce que là, et donc c'est-à-dire qu'au départ, il ne savait, enfin, il savait pas. Vous savez que je l'ai raconté il n'y a pas longtemps, que pour les sionistes, il n'était absolument pas question de tolérer un nationalisme palestinien, c'est-à-dire une nation palestinienne. Donc ils s'étaient alliés avec la Jordanie en 1947. Ils avaient passé un accord secret entre Golda Meir et le roi Abdallah. Ils se sont partagés la partie palestinienne qui aurait dû servir à créer un futur État palestinien dans le plan de partage. Donc, c'est-à-dire que Israël a pris une partie et la Jordanie a pris la majeure partie de la Cisjordanie. Et donc, il n'y avait plus d'État palestinien. Et en fait, ça arrangeait parfaitement Israël, parce que Israël ne voulait pas de quelque nationalisme que ce soit qui fût même palestinien. Je veux dire, même le mot Palestine était tabou. Et donc, quand ils ont conquis la Cisjordanie, comment dire, pendant à peu près une dizaine d'années jusqu'en 78, c'était une occupation militaire, mais sans plus. Il y avait à peine quelques Jérusalem, et on a commencé à construire à Jérusalem-Est. Et puis est arrivé le gouvernement de Menahem Begin. Alors là, lui, ça a été la colonisation à outrance, c'est-à-dire la Cisjordanie était le cœur même de l'Israël de la Bible, de l'Israël biblique. Effectivement, je veux dire, la Bible ne parle pas de Tel Aviv ni de Haïfa, mais par contre, la Bible parle de Shrem, c'est-à-dire Naplouse, de Hebron, Bethléem, etc. Et ce mouvement de colonisation, ça va être des religieux. Évidemment, le pays n'a pas fait gaffe à ça. Bon, il y a eu peu à peu des religieux. Je veux dire, il n'y avait même pas 5% de religieux en Israël à la création d'État. Aujourd'hui, on peut estimer qu'ils sont 15 à 20%. Et c'est qu'aujourd'hui, le drame, enfin, pour cette partie historique, cette société historique d'Israël, le drame, c'est que les sionistes religieux ou les nationalistes religieux prennent de plus en plus font main basse sur le gouvernement, sur la Cour suprême, sur l'armée. On dit que, par exemple, aujourd'hui, tous les officiers, enfin, une très grande partie des officiers intermédiaires, 40%, sont des nationalistes religieux. Et il y a eu une affaire, c'est ça qui est intéressant, il y a quelques jours, un éditorialiste de Haaretz, le journal de gauche, voilà, historiquement de gauche, etc., laïque, avait dit, il a lancé un cri d'alarme en disant que si on laisse faire, les sionistes religieux, les sionistes, les nationalistes religieux sont l'équivalent du Hezbollah. Vous imaginez? Et donc, c'est le plus grand danger pour Israël parce que lorsqu'ils arriveront à faire main basse sur le pays, ils chasseront les laïcs, ils chasseront les homosexuels, ils chasseront les arabes et ça va devenir un pays, un pays complètement sous la domination des rabbins qui vont tout contrôler.
Ils n'ont pas tort de dire, l'éditorialiste qui a écrit ça n'a pas tort. C'est-à-dire que des membres de ma famille appartiennent à cette mouvance nationaliste religieuse, et en fait, ils sont anti-arabes, contre la paix, enfin, de toute façon, tous les autres sont contre la paix. Mais eux, ils ne veulent absolument pas bouger d'un pouce du territoire. Voilà, ils veulent l'annexion totale, ouverte. Moi, c'est ce que je préfère, qu'ils annexent, et comme ça, qu'il n'y ait plus de problème. Mais il y a eu un tollé en Israël, on a dit comment, mais pas du tout. Ces sionistes religieux protègent l'État, ils sont dans l'armée, etc., etc. Bon, maintenant, ils sont tellement importants qu'ils vont devenir quasiment inamovibles. Et à mon avis, de toutes les façons, elle me demandait, Zahia, le pourcentage des Israéliens sionisés. En fait, c'est quasiment, ce pourcentage augmente d'année en année. C'est-à-dire, s'il y avait une gauche valable dans les années 60, 70, aujourd'hui, cette gauche-là, même, traditionnelle, a presque disparu, et le pays glisse d'année en année vers le nationalisme, la religion, le mysticisme, et à la limite, c'est-à-dire, moi personnellement, je ne suis pas content de cette situation, mais en même temps, je la souhaite parce que ça clarifiera les choses. C'est-à-dire que si un gouvernement nationaliste annexe la Cisjordanie, il n'y a plus d'État palestinien. Et donc, il n'y a plus cette comédie de l'État palestinien. J'ai fait une vidéo sur le mythe des deux États. Donc, ça arrangerait bien même les affaires des Palestiniens. Pas d'autorité palestinienne parce que c'est quelques milliers qui tiennent encore qui tiennent à leur soi-disant futur État. Alors, comment ça se remarque aussi le nationalisme? C'est qu'il y a une plus grande intolérance vis-à-vis des gens qui critiquent. Alors, Israël était très connu pour être une société ouverte, tolérante, où les gens pouvaient s'exprimer librement, c'est vrai. Et aujourd'hui, par exemple, si vous suivez l'actualité, enfin moi je la suis, maintenant quelqu'un qui arrive à l'aéroport, parce que pour rentrer en Cisjordanie, il faut passer par un poste de contrôle israélien. Donc ceux qui arrivent par l'aéroport, s'ils sont fichés comme opposants, comme critiques d'Israël, ils sont renvoyés sur le champ. Il y a même des organisations israéliennes des droits de l'homme qui sont harcelées, comme B'Tselem, comme Shovrim Shtika, ça veut dire ceux qui brisent le silence, comme les femmes en noir, sont harcelées, on essaye de leur couper les vivres. Donc en fait, c'est une société qui se ferme de plus en plus. Et c'est l'avenir, et donc je réponds à la question, qu'en pensez-vous de ceux qui avancent la thèse de la disparition d'Israël avant 2030, de Abdo Wazani. Moi, je suis convaincu de la disparition de l'État d'Israël en tant qu'État juif. Voilà. Sur le plan historique, c'est-à-dire, c'est un État, pourquoi? Parce que c'est un État qui ne peut pas vivre en paix. Pour des raisons intérieures. Le système israélien ne peut pas, il lui est impossible de faire la paix. Pourquoi? Parce que s'il fait la paix, toutes les tensions intérieures. C'est un pays qui est excessivement plein de tensions. Il y aurait presque la guerre civile entre les groupes, entre les religieux, les laïcs, etc. S'il y a la paix, vous savez que le système israélien, il est basé sur un apartheid de fait, pas seulement en Cisjordanie, mais à l'intérieur même d'Israël. C'est-à-dire, il y a un système scolaire de la crèche jusqu'au bac. Il y a deux systèmes, un juif et un arabe.
Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Essayez d'imaginer, il n'y a pas un seul pays au monde qui a ce deux systèmes. C'est-à-dire que le système juif, le sionisme ethnique, est basé sur le rejet de l'autre, sur la disparition de l'autre ou le fait de le rendre invisible. Et donc en fait, bon, évidemment, quand il y a la guerre, ça se comprend, disons. Ils essayent de dire c'est parce qu'il y a la guerre, etc. Imaginons qu'il y ait la paix. Enfin, imaginons, pour moi, elle n'arrivera pas. Ça veut dire que les Juifs et les Arabes, les jeunes, vous savez que les jeunes Juifs et Arabes en Israël n'ont aucune chance de se rencontrer, de se croiser. N'ont aucune chance de se croiser. Vous imaginez ça? De se croiser. Voilà. C'est-à-dire que les villes juives sont pratiquement 100% juives, les villes arabes sont 100% arabes, les écoles, etc., etc. Enfin, ils ne se mélangent pas, ils ne se croisent pas. Et donc, la paix, c'est la menace terrible pour les sionistes, c'est-à-dire qu'ils vont se mélanger. Ça veut dire que Israël va perdre sa spécificité juive. Donc, ils s'accrochent. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, justement, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, je sais que je dis à quelqu'un, mais parce que je regarde, bon, peut-être ça va me revenir. Et donc, fatalement, pour répondre à cette question de la disparition d'Israël, on pourrait hâter, pour moi, la disparition d'Israël viendra de la délégitimation de ce pays. C'est-à-dire que ce pays qui sera toujours en guerre, qui appliquera la... Ah oui, d'accord. Ok, je vais essayer de répondre, Sylvie. D'accord, merci. Ça me fait perdre le fil quand je regarde. Bon, oui. Vous savez, j'ai une grande admiration pour le génie sioniste, parce qu'ils sont, enfin, intelligent, c'est un mot très faible. Regardez par exemple tous les pays coloniaux, la France, l'Amérique, etc., quand ils étaient engagés dans une guerre coloniale, ils allaient jusqu'au bout de leur logique coloniale. Israël, dans les années 80, il y avait l'intifada, la moitié de la planète n'avait pas de relations diplomatiques avec Israël, ou avait rompu les relations diplomatiques. La Chine, l'Inde, une grande partie de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Ils ont signé les accords d'Oslo. C'est une arnaque extraordinaire, les accords d'Oslo. C'est une arnaque fantastique. Bon, je pourrais en parler, mais une autre fois. Donc, ce qui fait que les Israéliens ont gagné une légitimité extraordinaire. Les gens ont dit, enfin les pays ont dit, bah, Israël signe un accord avec les Palestiniens, reconnaît l'OLP. Rabin a serré la main de Arafat. Enfin, comme propagande, c'est fantastique. Et donc, il y a pas mal de pays qui ont noué ou renoué des relations diplomatiques avec Israël. Et Israël a connu une prospérité économique fabuleuse. Bon. Seulement, qui est responsable dans cette affaire? C'est l'autorité palestinienne aussi. Parce que si l'autorité palestinienne cessait de négocier, enfin cessait ce jeu, Israël apparaîtrait comme État occupant. C'est ça qui est important. Or, aujourd'hui, Israël ne paraît pas réellement comme État occupant, pas comme dans les années 80. Mais en même temps, petit à petit, on se rend compte qu'Israël ne peut pas faire la paix. C'est-à-dire, ah oui, ce que je disais tout à l'heure, enfin, justement à quelqu'un aujourd'hui, en discutant d'Israël,
je disais que Israël a réussi un coup génial, c'est que la propagande israélienne, le premier visé, c'est qui? C'est le peuple israélien déjà. C'est-à-dire que la propagande sioniste a réussi à faire croire, à faire admettre aux Israéliens que la paix est impossible avec les pays arabes. Aujourd'hui, 90% des Israéliens, 95% sont convaincus qu'il ne peut pas y avoir la paix avec les Arabes. Voilà. Et ça, les Israéliens, enfin les gouvernements successifs israéliens, gauche, droite, etc., ont réussi magistralement parce qu'ils avaient peur de la paix. La paix, ça veut dire c'est une démilitarisation. C'est-à-dire c'est un système qui perd sa raison d'être. La raison d'être de l'État sioniste, c'est un État qui doit faire la guerre. Je sais pas, voilà, un État qui a besoin de héros, qui a besoin de violence, de force. C'est pas un pays qui a été créé pour vivre en paix et en harmonie. Il faut que la paix soit imposée aux autres. Et on le voit aujourd'hui, enfin c'est clair. Il va arriver un moment où cette solution, les Français, les Américains, les Russes, les Chinois, etc., ils sont battus. Ils savent que les Israéliens, et même les pays arabes, ils savent pertinemment que les Israéliens ne donneront jamais un État aux Palestiniens. Voilà. Ou alors un petit Bantoustan, enfin voilà, de quelques kilomètres carrés, voilà. Bon. Et encore. Mais ils peuvent pas pour le moment, enfin, ils ne veulent pas pour toutes sortes de raisons que j'ai évoquées. Ils ne peuvent pas contrer Israël où ils ne veulent pas. Et donc Israël continue à bouffer, bon, à digérer la Cisjordanie. Bon, là, ils vont probablement, il ne faut pas oublier une chose, Yasser Arafat a donné 60% de la Cisjordanie à Israël. Je répète, Yasser Arafat a donné cadeau et il n'a rien obtenu en échange. 60% de la Cisjordanie à Israël. En fait, les grandes colonies israéliennes, ça veut dire il y a 5 villes qui ont à peu près entre 35 000 et 50 000 habitants, 5 villes israéliennes dans les territoires qui ont entre 35 000 et 50 000 habitants. À la limite, on pourrait considérer qu'elles sont légales, puisqu'elles sont sur un territoire sous souveraineté totale israélienne. Il va arriver un moment où cette situation deviendra intolérable. Aujourd'hui, le drame des pays coloniaux, c'est quoi? Le drame d'Israël, c'est quoi? Ils sont pas stupides. Il y a des voix qui s'élèvent en Israël. Il y a eu même une vidéo des 6 anciens chefs des services secrets israéliens. C'est pas des rigolos. Les services secrets intérieurs qui s'appellent le Shin Bet, qui ont dit que la poursuite de l'occupation et de la colonisation amènera la fin de l'État juif. Bon, il y a beaucoup qui le disent en Israël. Mais ils ne peuvent plus faire autrement, les Israéliens. Ils ne peuvent plus reculer. J'ai raconté l'histoire de cette petite colonie qui s'appelle Amona, qui est de 40 familles. C'était un drame national de la quitter. Un drame national. Et les Arabes et les Palestiniens croient qu'ils vont faire reculer 650 000 colons. Il faut être stupide. Donc, Israël commence déjà à parler d'annexer juridiquement les grands blocs. Ils disent de toute façon, s'il y a un accord, ces grands blocs nous appartiennent. C'est extra. Bon. Mais bon, ils disent qu'il faut légaliser. Bon, d'abord, ils vont légaliser toutes les colonies soi-disant illégales. Enfin bon. Mais en fait, vous savez, c'est ça qui est terrible. Ça veut dire, en face de la puissance israélienne, en face de la surpuissance sioniste,
il y a une super faiblesse des Arabes. Enfin, je veux dire, la faiblesse des Arabes est dramatique. C'est en fait, moi je ne demande pas qu'ils fassent la guerre à Israël. C'est pas ça le problème. S'ils font la guerre, ils se font étrier. Voilà. Même les 22 pays arabes réunis, ils se font étrier. Bon. Donc le problème n'est pas là. Le problème est politique. Pourquoi la France a dû quitter l'Algérie? Militairement, ils avaient gagné. En 58-59, la France avait gagné la guerre. Mais politiquement, la France avait perdu. C'était une question de temps. C'est-à-dire que à l'époque, l'époque était à la décolonisation. Un jour ou l'autre, la France aurait dû céder. Et c'est ce qui aurait dû se passer avec les Arabes. Ça veut dire que les Palestiniens et les Arabes auraient dû dire on ne négocie pas, prenez tout, redevenez occupants. Et là, le monde entier aurait vu l'occupation, et là, il y aurait eu, même l'Europe n'aurait pas pu faire autrement que de dénoncer l'accord commercial, par exemple, etc. Or, les Palestiniens et les Arabes offrent à Israël sur un plateau d'argent la solution, enfin l'arnaque des deux États. Mais, vous savez, je veux dire, les Israéliens sont conscients, enfin certains Israéliens, mais ils ne peuvent plus faire autrement. C'est comme un train fou qui fonce sans frein. Donc ils sont obligés, quasiment, enfin, ils sont obligés de bouffer la Cisjordanie. Bon, et après, je veux dire, l'autorité palestinienne n'est pas éternelle. Voilà. Et puis il y a tout un mouvement qui monte en Europe. Moi, j'ai toujours dit que la solution de la Palestine, il ne faut pas l'attendre du côté des Arabes, parce qu'ils sont dans un état de faiblesse démentielle. Elle viendra des Européens. Voilà. Les sociétés européennes sont de plus en plus, évidemment, ça ne se voit pas aujourd'hui, parce qu'il y a les Hollande, Merkel, etc. Mais il y a toute une génération qui arrive et qui est foncièrement, si elle n'est pas neutre, elle est anti-israélienne. Je veux dire, c'est fini le temps où on était pro-israélien, etc. Et même cette histoire de l'antisémitisme, bon, quand on a un peu de courage, on commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Et donc, à un moment donné, cette société israélienne va se délégitimer. Faut pas, les Israéliens pensent aujourd'hui, et c'est ça qui les rend un peu cinglés, c'est que les Israéliens pensent qu'ils peuvent tout faire. Et c'est vrai, aujourd'hui, l'UNESCO prend une mesure, ils appellent la présidente de l'UNESCO, la présidente de l'UNESCO s'excuse et dit « Oh là là, c'est pas possible ». Le Conseil de sécurité prend une résolution, Israël prend le téléphone, hop, comment on s'excuse, etc. C'est un petit pays qui exerce une terreur incroyable sur le reste du monde. Moi, par certains côtés, c'est fascinant. Mais combien de temps ça peut durer? Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, vous savez, les Israéliens pensent que ça va rester comme ça, comme un film américain avec un happy end, et les Israéliens restèrent en Cisjordanie et l'annexèrent et ils furent heureux et ils eurent beaucoup de soldats, etc. Et c'est pas ça. Vous savez, il y a une dynamique. Et donc, pour moi, à un moment donné, si les Palestiniens avaient été intelligents, ils laisseraient les Israéliens prendre la Cisjordanie et ils se battraient pour un homme une fois. Voilà. Comme en Afrique du Sud. Et ils finiront par gagner. Et donc, à un moment donné, parce que politiquement, ils peuvent gagner la sympathie et la solidarité du reste du monde. Mais malheureusement, ils ne le font pas, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Mais ça arrivera. Vous savez, les sociétés arabes aujourd'hui sont complètement stone, comme on dit, c'est-à-dire
drogués, enfin sont comme on dit en arabe marocain. Je sais pas pourquoi ce mot me vient. Et ils sont vraiment incapables, mais ça ne durera pas éternellement quand même. Voilà, les sociétés européennes, les dirigeants européens ne se soumettront pas toujours aux Israéliens. Et donc, à un moment donné, ça va péter. La fin de l'État d'Israël, c'est quoi pour moi? C'est que l'État juif n'existera plus. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces Palestiniens et ces Israéliens devront trouver une solution, enfin, devront obligatoirement une solution, comment dire, d'entente. Seulement se posera le problème que les Juifs n'accepteront jamais. Jamais. Ils préfèrent faire sauter le pays et la planète plutôt que de renoncer. Et là, on revient à cette, comment dire, à cette dramatique situation. Je vous assure que quand on connaît un peu les politiques israéliens, les mystiques, les fous, on dit les fous d'Allah, mais il y a les fous de Dieu, de Jéhovah, là. Vous savez, il y a 5-6 sous-marins nucléaires qui baladent en mer Rouge et en Méditerranée. Le jour où on obligera Israël à abandonner sa souveraineté juive, judéo-sioniste, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, oui, Sylvie me demande la thèse de M. Hillard, à savoir que l'État d'Israël aurait dû être aux Pays-Bas. Enfin, vous savez, au début, au 19e siècle, pour ceux qui ne savent pas, les sionistes, c'est-à-dire l'idéologie nationaliste sioniste, comme le raconte très bien Shlomo Sant, je vous invite à regarder les vidéos de Shlomo Sant, comment le peuple juif fut inventé, donc je n'ai pas besoin d'y revenir. Ce qui était important pour eux, comme ils étaient complètement athées, il ne faut pas oublier que les sionistes d'origine, ça veut dire ceux qui ont voulu créer un État sioniste, étaient des militants communistes et trotskistes qui venaient de Russie et de Pologne. Voilà, j'ai toujours dit que, imaginez une armée rouge à la Trotsky serait Ben Gurion, qui serait arrivé en Palestine. Bon. Évidemment, la Palestine, ça leur parlait, mais à un moment donné, ils avaient même pensé le faire en Ouganda ou au Birobidjan. Birobidjan était un territoire en Union soviétique, en Russie. C'est seulement au congrès de Bâle en 1896 qu'ils ont dit non, non, ça sera la Palestine. Bon, après, il y a eu la déclaration Balfour, etc. Bon, on imagine mal, enfin, je veux dire, théoriquement parlant, je m'adresse à Sylvie Lecoeur et aux autres, bon, comment dire, théoriquement, il a raison, mais ça n'a aucun sens de le dire. Parce que, d'abord, il y a une population hollandaise qui n'avait pas du tout envie comment dire, de fournir un territoire aux Juifs. Et puis, il n'y avait aucun lien, à part commercial, de quelques commerçants hollandais, de banquiers, etc. Et à la limite, il y aurait eu le Birobidjan en Russie aurait été plus propice à la création d'un État sioniste, à la réalisation de l'idéal sioniste, plutôt qu'aux Pays-Bas. Enfin, bon, c'est une construction, comment dire, c'est une construction qui est très intéressante à l'esprit, mais qui, sur le plan concret, n'a aucun sens. Voilà. Alors, je vais répondre il y a quelqu'un qui m'a demandé à propos de Trump. Sans vouloir, comment dire, me féliciter de quoi que ce soit, j'avais dit, une fois Trump élu, et c'est vrai que ça a été une surprise, et que j'étais content parce que c'était la défaite d'un système,
Et contre toute attente, c'est le candidat qui n'était pas favorisé par le système qui a gagné. Mais j'avais dit que le système est plus fort que le candidat. C'est-à-dire, le système, c'est quoi? C'est-à-dire le système américain, c'est la banque, c'est l'armée, c'est les services secrets, c'est les médias, c'est le complexe militaro-industriel, c'est les multinationales du pétrole, enfin, c'est tout cet ensemble qui font les États-Unis, enfin, qui gouvernent en sous-main l'Amérique, ou en d'autres termes, l'État profond. Or, l'Amérique est un État, comment dire, c'est un empire. C'est-à-dire qu'il a toujours vécu comme un empire. Un empire comme l'Empire romain, c'est-à-dire il a envie de dominer, de contrôler le monde. Voilà. Le plus possible. Évidemment, il y a des puissances qui sortent, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde. Il faut faire avec, c'est évident, mais l'Amérique, surtout depuis la fin de l'URSS, et comment dire, la Chine, sur le plan international, elle est encore balbutiante. Je veux dire, il n'y a aucune comparaison entre la puissance américaine et la puissance chinoise. En dehors du nucléaire, si vous voulez, l'Amérique est là, je ne sais pas moi, 1 million d'hommes, enfin, à peu près, je ne connais pas le chiffre exact, mais on n'est pas loin. 1 million d'hommes sur des bases qui encerclent la Chine, qui encerclent la Russie, en Afrique, dans l'océan Pacifique, etc., etc. Sans compter l'Amérique latine, que l'Amérique a toujours considéré comme son arrière-cour. C'est une expression utilisée au XIXe siècle. Il y a eu des présidents américains qui ont tenté de s'opposer à ce système. Ils ont été assassinés. Et il y avait deux types de présidents qui ont essayé de s'opposer au système. Je ne me souviens pas des noms, mais vous pouvez les retrouver facilement. Il y avait 2 présidents qui ont essayé de s'opposer à la réserve fédérale et au pouvoir bancaire. Je crois que l'un d'eux c'était Lincoln, mais je ne suis pas sûr, ou Woodrow Wilson, mais je ne suis pas sûr. Je suis désolé, mais je sais qu'il y a 2 présidents qui ont essayé de résister au pouvoir bancaire et qui ont été liquidés. Bon. Il y a un président qui a essayé de s'opposer à la CIA et au pouvoir nucléaire israélien. C'est très important. C'est Kennedy, il a été liquidé. Bon. Et il y a eu, par exemple, vous prenez, comment il s'appelle, George Bush. George Bush a été élu sur le même programme que Trump, c'est-à-dire l'isolationnisme. On n'en a rien à foutre des guerres à l'étranger, etc. Qu'est-ce que le système lui a fait le 11 septembre? Donc en fait, un président, il a face à lui c'est l'armée, les services secrets, le pouvoir bancaire, etc., etc. Et donc, ils sont allés voir Trump, ils lui disent, voilà, ça peut pas, l'empire doit continuer. C'est ça le truc. Ils ont une logique d'empire. Il y a cette armée qui a 650 milliards de budget par an. Il faut qu'elle tourne. Il y a 1 million de soldats à l'étranger dans des bases. Il y a je ne sais pas combien de porte-avions. Il faut que ça marche, il faut que ça tourne tout ça. Vous savez, Eisenhower, quand il a quitté le pouvoir en 1959, il leur a dit, faites attention au complexe militaro-industriel. C'est lui qui dirige l'Amérique. Donc, bon, il ne l'a pas dit au début. Et il est malin, hein, il était malin. Il l'a dit au moment, à la fin. Parce que, bon, il s'est dit, je préfère lui dire au moment de partir, comme ça, je n'ai pas d'histoire. Mais il l'a dit. Et donc, Trump s'est trouvé devant cette alternative. C'est-à-dire,
où il se fait descendre, ou de toutes les... Enfin, bon, vous savez, quand vous avez face à vous, là c'est... Enfin, je ne sais pas, il y a combien de centaines de milliers, il y a des dizaines de services spéciaux aux États-Unis, avec le FBI. Ils ont l'habitude des coups tordus, des assassinats. Ils ne reculent devant rien. Alors, c'est pas un président qui va leur faire peur. C'est pas un Trump. Trump, il a beau gueuler, il a une grande gueule, etc. Mais on lui a expliqué, voilà, que l'Empire doit continuer. Et Trump a obéi. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que Trump ne peut pas faire autrement que d'obéir. Ou alors il se fait liquider. Voilà, c'est, comment dire, ça devait finir comme ça. Parce que un homme, même si c'est le président, parce que toutes ces choses-là se passent en dessous, derrière les rideaux. Et donc, il a compris qu'il y a tout un système derrière et qu'il ne peut pas, voilà, qu'il ne peut pas s'opposer au risque soit d'être liquidé, soit d'être, comme on dit, impeachment en anglais, c'est-à-dire être traduit en justice et suspendu de ses fonctions. Ils sont capables de tout. Hein. Donc, ok, le système a perdu avec Clinton, a perdu le candidat idéal. Mais voilà, moi franchement, j'ai pensé une fois que Trump a été élu, j'ai pensé qu'un homme, quel qu'il soit, il ne peut pas s'opposer au système américain. Voilà. Le système américain, c'est un empire, il a une logique d'empire. Ça veut dire de la guerre. Vous savez, les États-Unis ont toujours vécu en guerre. C'est un pays qui ne peut pas vivre en paix. C'est-à-dire en paix, c'est-à-dire la paix chez lui, mais il est obligé de se créer des guerres. Regardez depuis la Deuxième Guerre mondiale, il a tout le temps été en guerre. Je me demande ce qu'il va trouver après l'Afghanistan et l'Irak. Bon, il trouvera bien quelque chose. Et donc, voilà, Trump s'est soumis à la logique de l'Empire. Voilà. Je pense que c'était pas la peine de... Enfin, il ne faut pas s'étonner de ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui me demande Trump et la Corée du Nord. Maintenant, on voit comment dire, on voit le cow-boy Trump qui n'a pas, enfin, qui manque peut-être d'expérience politique ou diplomatique. Parce que là, il se lance dans des déclarations. Vous savez, la Corée du Nord, c'est quand même pas la Syrie. Donc, je sais pas. Après tout, il y en a qui disent que le bombardement de Syrie, je crois que c'est la thèse de Thierry Messon, le bombardement de la Syrie, c'était un bombardement fictif. C'est fictif, c'est-à-dire Trump a fait bombarder une base quasiment vide pour dire, bon voilà, je fais semblant d'obéir au complexe militaro-industriel. Mais moi, je crois pas. C'est-à-dire, Trump est obligé de continuer. Regardez Obama. Obama a été l'un des très rares sénateurs à s'être opposé à la guerre contre l'Irak en 2002 ou 2003. Il fallait d'un courage politique extraordinaire à l'époque pour s'opposer. Mais une fois élu président, il a fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire Guantanamo, la guerre en Irak, etc. Bon, il n'a pas bombardé la Syrie, mais vous savez, il y en a qui disent aussi, c'est très difficile, disons pour des gens comme nous, c'est-à-dire de simples citoyens, de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui se passe derrière. Enfin, derrière les rideaux, les rapports de force, etc. Ça nous dépasse quand même. Donc, il y en a qui disent que si Obama n'a pas bombardé la Syrie en 2013, c'est parce que la Russie
avait installé des missiles antiaériens, etc. Bon, c'est possible, j'en sais rien. Ce que je sais, enfin, ce qui est évident, c'est la nature du régime américain, la nature de l'empire américain, qui est un empire qui n'hésite devant rien, pour perpétuer sa domination mondiale. Voilà. Et ça, c'est, comment dire, c'est un trait fondamental de l'empire américain. Il faut vraiment saisir ça. Voilà. C'est pas un pays, c'est un empire. Nixon, il a dit j'ai battu la banque. Et bon, ben, il a été obligé de démissionner. Voilà un bel exemple. Voilà. Nixon a peut-être battu la banque, mais il a été obligé de démissionner. On l'a démissionné. Et encore, enfin, on lui a dit, tu démissionnes, sinon, on va te juger et tu iras en prison. Enfin, bon, donc il a été obligé de démissionner. Non, vous savez, c'est, comment dire, c'est vraiment le pays qui n'a ni foi ni loi. Enfin, le pays, c'est-à-dire le fond du système. Je veux dire qu'il n'hésite pas à liquider. Enfin, regardez la brutalité de l'Amérique. Enfin, c'est un exemple le Chili, par exemple. L'Amérique distribue des bons points et des mauvais points pour dire oh là, attention, c'est pas bien ça. Vous savez que le département d'État, il distribue les bons points et les mauvais points pour les pays qui respectent les droits de l'homme et la démocratie. Alors vous imaginez l'Amérique qui a renversé des régimes démocratiques comme au Chili, qui a instauré les dictatures, les tortionnaires d'Amérique latine et d'Amérique du Sud étaient formés aux États-Unis par la CIA. C'est un pays monstrueux. Regardez ce qu'ils ont fait au Japon. Les bombes atomiques. Vous savez, avant les bombes atomiques, l'armée, enfin l'aviation américaine a tué 200 000 Japonais parce qu'ils avaient lancé des bombes incendiaires sur Tokyo, qui était une ville faite surtout de maisons en bois. Ils les ont grillés. Ça, l'Amérique. L'Amérique est un pays sans foi ni loi. Je crois que Staline, à côté, c'était un enfant de cœur. Hitler, à côté, c'est un enfant de cœur. Sauf que l'Amérique détient les moyens d'information. L'Amérique a une civilisation qui plaît. Il y a la musique, enfin, le rock, le jean, le blue jean, le country, le cinéma, les séries, etc. Voilà, c'est fascinant. Et ils imposent ça aux autres pays. Et donc, ils disposent, ce sont eux qui tirent les ficelles. Vous savez, par exemple, regardez la fascination du monde pour les films américains. Je vous assure, il y a quelque temps, j'avais vu un film chinois, un film d'aventure. Un film d'aventure, avec les vêtements, enfin les tenues d'époque, etc. Et je m'étais dit, c'est un film magnifique. Il détrônerait, vous savez, ces films américains, enfin, avec grossiers, avec des... Mais voilà, la puissance américaine, c'est d'imposer leurs films, alors que les Chinois font des films d'aventure extraordinaires, sur le plan d'esthétique, etc. Mais ils ont 100 fois moins d'impact. Ça, la puissance. La puissance, c'est pas seulement militaire, c'est pas seulement économique, mais c'est la puissance médiatique. C'est-à-dire la puissance culturelle, la puissance intellectuelle, la puissance médiatique. Voilà. Vous regardez les séries, ben, c'est les séries américaines. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Oui, Sylvain Romano me dit, George Bush pensait à coup de bombardement massif venger les USA du World Trade Center. Oui, mais enfin, le World Trade Center, c'est une arnaque.
Ça aussi. Ben, imaginez un système capable de faire détruire 2 tours et de faire tuer 3000 personnes. Évidemment, vous savez que la majorité des Juifs ont échappé, comme par miracle. Et les dirigeants, les autres dirigeants anglo-saxons. Voilà. Un système capable de faire ça, c'est, enfin, je veux dire, vous savez, les nombreux coups d'État qu'ils ont réalisés, enfin, c'est fascinant. Par exemple, en Iran, il y avait Mossadegh en 1953 qui voulait se libérer de l'emprise des sociétés pétrolières américaines. Ils l'ont liquidé. Enfin, mais on pourrait écrire une encyclopédie là-dessus. Voilà. Donc, bon, ben, je crois que je vais arrêter ici. À votre avis, c'est la fin pour Assad? Bon, je vais terminer avec cette question. Non, je ne crois pas parce que je pense Assad, comment dire, la chance qu'il a, parce que c'est une chance. La chance qu'il a, c'est que la Russie n'a que Assad pour s'implanter au Moyen-Orient. Vous savez, l'URSS avait beaucoup de points, hein, de soutien au Moyen-Orient. Il y avait l'Irak, il y avait l'Égypte, il y avait la Libye, il y avait l'Algérie. Enfin bon, l'URSS avait vraiment des points de soutien au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ils n'ont que la Syrie. Et apparemment, en tout cas, Poutine ne lâchera jamais la Syrie d'Assad. Bon, mais comme on dit, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire il restera au pouvoir, mais dans quel état? Enfin, je veux dire, c'est un pays dévasté, c'est un pays ruiné, c'est un pays où il y a les ferments de la guerre civile. Voilà, donc finalement, pour moi, l'Occident a réussi son coup en Syrie. C'est-à-dire, bon, ok, Assad restera au pouvoir, mais à quel prix? Voilà, c'est-à-dire un pays divisé, affaibli. Regardez l'Irak, qui était vraiment, qui se lançait dans la modernité. Vous savez, c'est ce que je dis aux Arabes. Ne faites pas confiance à l'Occident. L'Occident est le pire ennemi des Arabes. L'Occident est le pire ennemi des Arabes. Voilà. Vous savez, avec l'Occident, avec ses valeurs, machin, la liberté, la démocratie, les élections, les femmes et tout, c'est de la propagande. Voilà un pays qui marchait bien, où la femme n'était pas voilée, c'était un pays laïque, où il y avait l'éducation, la santé, etc. Ils l'ont détruit. La Libye, ils l'ont détruit. Enfin bon, l'Occident, il veut des pays arabes. Ah, c'est intéressant, je vais finir avec cette question. Que pensez-vous de la candidature de Ahmadinejad? C'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à Israël et à l'Amérique, Ahmadinejad. Voilà. Pourquoi? Parce que Ahmadinejad, il est rentré dans l'inconscient collectif occidental. Ils l'ont imposé comme un substitut d'Hitler. Donc, si Ahmadinejad redevient président, on n'a même pas besoin, d'excuses ou de prétextes pour bombarder l'Iran ou pour refaire les sanctions contre l'Iran, etc. C'est le meilleur cadeau. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Ahmadinejad. La question n'est pas là. Mais c'est le meilleur cadeau qu'on ferait à l'Occident. Je pense que les Israéliens et les Américains se frottent les mains par anticipation, parce que si Ahmadinejad redevient président, alors là, c'est la porte ouverte à l'agression contre l'Iran. Parce qu'il y a déjà, on n'a même pas besoin de prétexte, etc. Voilà. Donc, on a fait une petite heure, c'est très sympathique. Et donc, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à la prochaine. Bonsoir.